Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition du mois de juin que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, un financement de 1,9 milliard de dollars fourni par la Banque mondiale pour Madagascar n'a pas encore été débloqué selon des responsables de la Banque mondiale aujourd'hui. D'après eux, les procédures de décaissement qui sont trop longues sont à l'origine de ce retard. Des changements devraient être ainsi apportés selon eux. Ces responsables ont également proposé diverses réformes pour accélérer la croissance et renforcer la résilience. Détails sur les images de Yves Janel. 2,6%, c'est le taux de croissance économique de Madagascar pour l'année 2022. La pandémie de Covid-19 et ses conséquences sont la raison pour laquelle cette croissance économique est faible. Ce n'est pas seulement le cas de Madagascar, mais presque dans le monde entier, selon les explications. Cependant, il y a 24 étapes à suivre avant que les sommes soient décaissées, selon la Banque mondiale. Rien que pour cette banque, il reste encore 1,9 milliard de financements non décaissés actuellement. Ce qui se passe, ce sont les procédures. Comment est-ce qu'un compte bancaire du gouvernement peut prendre 7 mois pour être ouvert, ou 6 mois pour être ouvert? Ça, c'est des choses où ça demande une petite signature pour changer cet état de choses, mais ça aura un impact incroyable. S'il y a des choses qui doivent se faire au niveau de la banque, on le verra, absolument. Mais surtout, vraiment, ces procédures, il faut que ça change. La Banque mondiale a également déclaré qu'avoir une bonne santé est une garantie d'échapper à la pauvreté. Les responsables recommandent donc aux Malagasy de se faire vacciner contre la Covid-19. La vaccination, ce n'est pas une question c'est pas une question politique. C'est vraiment une question de la santé. Et ça, ce n'est pas une chose de luxe. Hein. Donc, franchement, je vous propose, messieurs, dames, il ne faut pas oublier la question de vaccination. C'est vraiment une question d'une chose qui est très importante. Les données sont là. Nous pourrons même vous donner les données par rapport à l'importance de vaccination. Ça, c'est une des moyens, en fait, de contrôler la pauvreté. Par ailleurs, d'autres réformes ont été proposées par la Banque mondiale pour Madagascar, notamment la restauration des services publics essentiels et des infrastructures de connectivité suite au récent choc climatique, les mesures fortes visant à réduire l'insécurité alimentaire, les réformes de la tarification du carburant et de l'électricité et davantage de transparence et de redevabilité dans le secteur public. Et puis l'évacuation des eaux dans la ville d'Antananarivo et ses environs s'est considérablement améliorée suite à l'achèvement de la première étape du programme intégré d'assainissement à Antananarivo ou PIAA. Cependant, l'objectif n'est pas encore atteint. Il faut encore renforcer la résilience de la population face au risque d'inondation, également dans le cadre de l'assainissement de la ville. Le PIAA entre actuellement dans sa deuxième phase. Une rencontre entre les personnes impactées par le programme et les parties prenantes s'est tenue aujourd'hui à Antanmen pour évaluer les travaux réalisés, présenter et discuter des points à améliorer. Les détails avec Fiti Miarkfen. Il ne suffit plus que de quelques heures à présent pour que l'eau puisse s'évacuer dans la ville d'Antananarivo et ses environs, si auparavant cela mettait des semaines. Le but est que l'eau puisse s'évacuer normalement, un objectif qui n'est pas encore atteint à l'heure actuelle, d'où la continuité du projet PIAA, décidé en Conseil des ministres en novembre dernier. La phase 2 du PIAA, ou Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, a donc débuté et comprend 3 grands projets, dont l'aménagement de la sortie de l'Ovoïde d'Analakeli, le confortement et l'embellissement des berges et la réhabilitation des caniveaux tributaires du canal Anjiantani. Une rencontre avec les personnes impactées par le programme a eu lieu ce jour pour présenter et évaluer les travaux réalisés, discuter des points améliorés, mais surtout pour responsabiliser chacun pour la pérennisation des infrastructures. Face aux doléances des personnes impactées, les responsables au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier ont avancé que des améliorations sont en vue pour y remédier. Une somme de 24 milliards d'ariars est destinée pour la réalisation des travaux de deuxième phase du programme, ou PIAA 2.
Dans un tout autre sujet, la commune urbaine d'Antananarivo et l'association FITI ont collaboré pour améliorer la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Ainsi, une quarantaine de travailleurs sociaux de la CUA ont bénéficié d'un renforcement de capacités au centre de Mamas dédié à ces victimes. La formation a duré 2 jours en collaboration avec le ministère de la Population. Une session technique sur la prise en charge des cas de VBG ou violences basées sur le genre pour les acteurs sociaux auprès de la CUA s'est tenue à Mamasna hier et aujourd'hui à la demande de la CUA à travers les départements sociaux et sanitaires. Le fait de voir chaque jour de nombreux cas de violence à travers les 6 arrondissements a donné envie à la branche sociale de la commune de se perfectionner. Raison de la collaboration entre la CUA et l'association FITI. Le centre dirigé par l'association FITI, situé à Mamasn, peut donner des formations, étant donné que les personnels ont acquis de l'expérience en travaillant avec divers partenaires dans la lutte contre les VBG, comme le ministère de la Population. C'est la raison de cette formation d'une quarantaine d'employés sociaux au sein de la CUA. La formation s'est concentrée sur la façon de traiter et de conseiller les victimes de violences. L'échange des informations sur les cas difficiles qui ont été identifiés a conclu le programme. Un tel renforcement de capacité ne peut être que bénéfique car il permettra l'extension des activités, la sensibilisation, la prévention et l'intervention auprès du grand public car les acteurs sociaux de la capitale d'Antananarivo interagissent avec de nombreuses personnes. Dans un tout autre sujet, la 4e vague de Covid-19 est imminente si tout le monde sous-estime la hausse des cas actuels. Ceux qui n'ont pas encore été vaccinés devraient le faire selon un médecin. Chacun doit également respecter les gestes barrières et prendre les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l'épidémie. C'est Charanjanasi. L'incidence de l'épidémie de Covid-19 à Madagascar varie de 8 à 10 mois depuis la première vague apparue en 2020 selon un médecin. Ce moment représente la fin du mois de juillet. D'ailleurs, nous entrons déjà dans la saison hivernale et le nombre de cas commence à augmenter. Cependant, l'arrivée ou non de la 4e vague dépendra de la vigilance des citoyens. Pour l'éviter, les Malagasy devraient se faire vacciner ou consommer des CVO préventives, poursuit ce médecin. En cas de suspicion de maladie, il est nécessaire de consulter un médecin. Il est également important d'avoir une alimentation saine pour renforcer nos systèmes immunitaires. Les 75 membres du personnel administratif et technique retraités en 2020 et 2021 auprès de l'université d'Ankatsu ont repris leur manifestation ce jour. Ils réclament le paiement de la CRCM ou caisse de retraite civile et militaire et de la CPR ou caisse de prévoyance de retraite pour qu'ils puissent jouir de leur pension et de leur indemnité d'installation. Ils lancent un appel de détresse au président de la République et au ministre de l'économie et des Finances. Côté sport, la cohésion sera l'arme utilisée par notre équipe nationale de foot, les Baréas de Madagascar, face aux Black Stars du Ghana ce soir. Lors d'une conférence de presse tenue par le coach Nicolas Dupuis et le capitaine Ibrahim Hamada hier soir, ils ont annoncé qu'ils tenteront de battre la 5e meilleure équipe d'Afrique. Hier soir à 19h, heure locale, les Baréas ont voulu tâter le terrain, mais cela n'a pas été possible à cause de la pluie. Sur place, Anzara Zonarville pour plus de détails. C'est dans ce stade Cape Coast Stadium que se tiendra le match opposant les Baréas de Madagascar aux Black Stars du Ghana ce soir à 19h heure locale, donc 22h à Madagascar. Comme à chaque début du match, une conférence de presse de l'entraîneur a lieu et le coach Nicolas Dupuis a confirmé ici devant les coachs ghanéens qu'ils sont venus battre le Ghana, bien que celui-ci tient une bonne place dans le classement. Le capitaine Ibrahima Hamada a pour sa part confirmé qu'il existe une cohésion entre les joueurs. Hier, à 19h, les Baréas Madagascar ont tâté le terrain, mais cela a été interrompu par la pluie. Cette petite mésaventure qui n'empêchera pas les Baréas de chercher la victoire.
culturelle, l'OMDA va se détacher du ministère de la Communication et de la Culture. C'est entre autres ce que prévoit le projet de loi que les artistes et auteurs ont remis aux députés et artistes au sein de l'Assemblée nationale ce jour. Des propositions supplémentaires incluent une variété de sanctions et de dispositions relatives aux droits d'auteur. Ça, Sylvain Sech Anjanab. Il s'agit d'un projet de loi sur les droits d'auteur proposé par les artistes et remis aux députés et artistes aussi. La loi qui régit les œuvres des artistes utilisées actuellement date de 1994. Les sanctions, les avantages dont devraient bénéficier les artistes sont dépassés. On sait également que cette proposition de loi modifiera le statut de l'OMDA ou Office national des droits d'auteur, une entité qui a toujours été sous l'égide du ministère de la Communication et de la Culture. Le récent différend entre l'OMDA et le ministère de la Communication et de la Culture a été très vif, surtout après la destitution de celui qui a été à la tête de l'OMDA depuis des années, Adzaran Zarif, le 2 février dernier. La loi sera remise à l'Assemblée nationale. Il passera ensuite devant le gouvernement. Les députés n'ont pas à attendre une réponse de l'exécutif, mais peuvent procéder immédiatement au vote. Et on enchaîne avec les actualités internationales. Retour au travail, réouverture des transports en commun et de certains magasins. La plus grande ville de Chine, Shanghai, reprend vie mercredi après 2 mois de confinement pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Mais le retour à la normale n'est pas encore pour tout de suite. France 24. Enfin, l'air libre après minimum 60 jours enfermés chez eux. Aujourd'hui, les Shanghaïens ont le droit d'aller dans la rue. La vie reprend doucement son cours. Certains ont même fait la fête dès minuit hier soir. Les comités de quartier, l'organe local du Parti communiste chinois, ont reçu l'ordre de laisser les habitants sortir de chez eux. Mais c'est une liberté conditionnelle seulement. C'est-à-dire que pour prendre les transports en commun, pour aller au bureau ou pour entrer dans un magasin, il faut présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Une manière pour les autorités de continuer à contrôler les cas de Covid-19. Officiellement, Shanghai en recense quelques dizaines par jour seulement, bien loin du pic à près de 30 000 cas à la mi-avril. Mais la réouverture sera contrôlée et progressive. Les commerces et les parcs doivent limiter leur capacité d'accueil à 75%. Les écoles restent fermées. Les restaurants ouvrent, mais seulement à emporter. Et le télétravail est encouragé. Et ici, il reste la peur que ça recommence, puisqu'il suffit d'un cas pour que toute une résidence soit bouclée pendant 10 jours. Et aujourd'hui, jour de déconfinement, près d'1 million de personnes sont toujours enfermées chez elles en attendant leur déconfinement. Et en réponse à la hausse des prix en Tanzanie, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures, dont une subvention au carburant. France 24. En réponse à la flambée des prix en Tanzanie, le gouvernement met en œuvre plusieurs mesures d'urgence, y compris la subvention du carburant. Les dirigeants espèrent aussi augmenter leurs recettes nationales avec le développement du secteur des hydrocarbures. Nous mettrons en place des subventions pétrolières dans un avenir proche et nous commencerons également à construire des installations d'exportation de pétrole. Parmi les projets qui pourraient bénéficier de ce nouvel élan, une usine de gaz naturel liquéfié dans la ville de Lindi, au sud-est de la Tanzanie, censée créer des milliers d'emplois. Le gouvernement a demandé des prêts au FMI et la Banque mondiale pour subventionner les prix des produits du quotidien, une urgence selon cet économiste. Le problème, ce sont les impôts. La Tanzanie demande au gouvernement de réduire les impôts dès que possible, autant qu'il le peut, afin de faire face à la situation. Les citoyens tanzaniens sont en difficulté. Nous sommes en crise. Nous sommes confrontés à une véritable crise économique. Avant même la flambée du prix du pétrole lié à la guerre en Ukraine, la situation était critique. Un Tanzanien sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté et 1/3 des enfants souffrent de malnutrition chronique. Pour terminer, l'armée ukrainienne tente de freiner tant bien que mal l'offensive russe dans le Donbass. Sur le front nord-ouest, le bataillon nationaliste ukrainien Karpatska Sik, fort de quelques centaines d'hommes, est chargé d'empêcher l'avancée des chars de Moscou. France 24.
Nous sommes escortés vers la ligne de front sur de petites routes de campagne. Les soldats du bataillon Karpatska-Sich nous emmènent sur leur base au sud d'Izium, une ville aujourd'hui tenue par les Russes. Leur unité compte quelques centaines d'hommes, chargés de freiner l'avancée des blindés ennemis. Les tanks n'ont pas la moindre chance contre ça. On frappe la tourelle et il n'en reste plus rien. Si tu sais utiliser des armes, avec un bon instructeur, tu peux vraiment apprendre rapidement. Karpatska-Sich est l'un des nombreux bataillons nationalistes créés en 2014, à l'époque de Maïdan. Ces volontaires sont aujourd'hui intégrés aux forces armées ukrainiennes. Leur unité est chargée de freiner l'offensive russe au nord-ouest du Donbass. Son chef lance un appel aux pays occidentaux. Il y a des tirs d'artillerie en permanence sur nos positions. Les tanks nous tirent dessus aussi, mais on tient bon. On a besoin de plus d'armement anti-char. Je veux adresser un message à tous les pays occidentaux. Nous avons besoin d'aide. Nous avons des armes, mais il faut nous en donner plus. Aidez-nous à vaincre notre ennemi juré qui s'en prend au fondement du monde civilisé. Nous remontons à la surface pour voir les positions ukrainiennes. Allez, dépêchez-vous. Mais des drones russes survolent la zone pour guider les frappes. Il faut alors s'abriter chez des habitants de ce village situé en première ligne. Les déflagrations, toutes proches, ne provoquent aucun mouvement de panique. On s'est habitué, ça fait 2 mois que ça dure. Mais vous ne vous mettez pas à l'abri? Si, parfois, quand ça devient trop dur. Il n'y a que les fous qui n'ont pas peur. Quelques minutes plus tard, les frappes se rapprochent. Mettez-vous à l'abri. Si on avait des armes plus puissantes pour les atteindre, on pourrait contre-attaquer. Mais pour l'instant, on a trop de pertes. On essaie surtout de tenir nos positions pour les empêcher d'avancer. Nous profitons justement d'une accalmie pour visiter les positions de cette unité. Plusieurs tanks sont dissimulés grâce à la végétation. Des T-72 qui datent de l'ère soviétique. Notre armement est trop vieux pour livrer une guerre moderne. Il nous faudrait l'artillerie et les tanks dont les pays de l'OTAN disposent. C'est de ça qu'on rêve, on en a besoin pour gagner cette guerre. Avant de gagner la guerre, il faudra d'abord sauver le Donbass. L'armée ukrainienne ne tient plus qu'une infime partie de cette région. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Restez avec nous tout de suite après la série Inventing Anna, épisode 3. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.